Mais en réalité, les oiseaux ne m'intéressent pas tellement. Ma passion à moi, c'est de les empailler. Je crois que si je choisis spécialement les oiseaux, c'est parce que j'ai horreur des autres bêtes quand elles sont empaillées. Vous savez, les renards, les singes. Énormément de personnes empaillent les chiens et les chats. Moi, je suis contre. Je crois qu'il n'y a que les oiseaux qui supportent d'être empaillés. Parce que, même vivants, ils ont un côté passif. C'est un passe-temps surprenant, étrange. Et aussi peu commun. Je le crois volontiers. Et ce n'est pas très onéreux. Ça ne coûte presque rien. Des aiguilles, du fil, du son. Et il n'y a que les produits chimiques qui coûtent assez cher. Il est bon qu'un homme ait un passe-temps. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'un passe-temps. Un passe-temps ne peut aider qu'à passer le temps, selon moi, non à le remplir. Votre vie est tellement vide? Non. D'abord, j'ai du travail au bureau. Et j'entretiens les chambres et la maison. J'ai aussi des choses à faire pour ma mère. Enfin, les rares choses qu'elle m'estime capable de faire utilement. Et vous n'avez pas d'amis? Vous savez, il n'y a pas de meilleur ami qu'une mère. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime? Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? Ta mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir et bienvenue dans The Cinema Show, le rendez-vous cinéma de votre semaine sur Radio Campus Montpellier ou en live sur Twitch. Je suis accompagnée ce soir pour cette avant-dernière émission de l'année 2022 d'une incroyable équipe de chroniqueurs avec Nino et Théo qui sont autour de la table. Et il y aura bien sûr Marie qui va nous rejoindre tout à l'heure. On salue également Florent qui devait animer ce soir mais qui est tombé malade. Donc je vais prendre les rênes de l'émission. Saluons aussi Simon à la vidéo et Cédric à la réalisation de l'émission. Bonsoir à vous deux. Ce soir, la scène de la semaine qui a ouvert l'émission, c'était donc un extrait de... Psychose. Étudiant en cinéma, vous êtes obligé d'avoir cette rêve. De Alfred Hitchcock, dans laquelle l'un qui est un Norman Bates se dévoile un petit peu plus aux yeux de Marion Crane et du spectateur. Est-ce que du coup vous avez bien vu ce film quand même autour de la table? Oui. Bon, c'est un obligatoire. Hein. On espère que dans le chat aussi vous l'avez vu et si c'est pas encore le cas, n'hésitez surtout pas. Au programme de la soirée, on a donc 3 films. On a donc Les Bonnes Étoiles de Hirokazu Koreeda, Les Pires de Lise Akoka et Roman Guéry, ainsi que Falcon Lake de Charlotte Lebon. Ça va être un chouette programme. En fin d'émission, bien sûr, on aura Marie qui viendra animer le quiz qu'absolument tout le monde envie. Et on clôturera avec les recos de l'équipe. J'espère que vous êtes prêts, les garçons, parce que ce soir on sera que 3, donc il va falloir envoyer du lourd. On va tout de suite commencer par les news. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Donc ce soir, on va commencer par le mercato traditionnel. On a donc eu une annonce, celle de Idriss Elba, qui va pas jouer dans un film, mais qui va jouer dans le jeu vidéo, Cyberpunk 2077. Est-ce que vous, c'est un univers que vous connaissez déjà, ce jeu-là? Je sais pas si c'est un second volet, non? On a déjà eu un premier Cyberpunk, non? Non. C'est le premier. C'est un DLC, je crois, non? Ah, ok. En tout cas, il y a Idriss Elba qui va rejoindre cet univers qui est assez sombre. Et vu que c'est un acteur qui, je trouve, quand même assez charismatique, je pense que ça peut être un chouette choix dans sa carrière, parce que ça change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude de ses rôles. Et même pour le jeu vidéo, je pense que ça va être pas mal. Vous, c'est un univers que vous connaissez déjà? Moi, c'est un jeu qui m'a beaucoup donné envie. Mais après, quand il est sorti, ça a été un peu la catastrophe et tout, ça m'a refroidi. Il y a eu des bugs. Ouais, c'est ça. Ah ouais.
Et en plus, apparemment, la version PS4 est limite injouable et tout. À ce point. Donc, j'aimerais bien quand même découvrir le jeu, donc pourquoi pas un jour. Ouais, mais il y a dû y avoir des mises à jour qui ont quand même amélioré je pense que depuis la sortie, ça a dû changer. Et puis, s'ils osent faire un DLC, c'est qu'on espère quand même qu'on fixe le jeu. Ça a un peu fait l'effet No Man's Land. No Man's Sky, pardon. Le jeu qui était sorti, qui avait fait un gros débat parce que ça avait été attendu pendant des années, mais au final, ils ont fixé le jeu au fur et à mesure et on espère qu'ils feront la même chose avec Cyberpunk parce que c'est un peu une honte, quoi, parce que le jeu coûte quand même assez cher. Puis c'est un univers qui est quand même vachement apprécié par les joueurs, cet univers un peu sombre et à la fois un petit peu ces néons, tout ça, enfin l'univers Cyberpunk en général, il est vachement apprécié des geeks, quoi. Donc, mais on a eu une seconde annonce qui est donc les premiers extraits, les premières affiches du film Death Stranding, du coup 2. Pareil, on va pouvoir retrouver des acteurs comme Léa Seydoux, Elle Fanning ou encore Norman Reedus. Pareil, c'est un jeu qui avait fait pas mal de bruit lors de sa première sortie. Vous l'avez déjà testé ou pas Non, mais pareil, j'aimerais bien. J'ai joué un tout petit peu et ça a l'air intéressant, mais mon PC supporte pas. Il est trop lourd. Ouais, c'est un jeu de next-gen quand même si c'est pas un jeu avec énormément d'action, ça reste un jeu qui demande beaucoup, donc ça se joue mieux sur console, je pense, ou sur un PC vraiment haut de gamme. En tout cas, cette technique de motion design avec des acteurs connus, je trouve ça quand même assez appréciable. Ça s'est vachement multiplié ces dernières années. Ouais, c'est vraiment des jeux très appréciables à jouer. Moi, j'avais adoré Last of Us. J'ai pas encore testé le 2, mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'avoir un film interactif et c'est vraiment très, très cool au niveau de l'histoire et de l'interaction, tout ça. Même au niveau du design, ça apporte quelque chose d'assez particulier. Il y a un réalisme qui est assez frappant. Moi, je trouve ça assez joli en tout cas. Et est-ce que vous avez déjà joué, du coup, toi tu parlais de The Last of Us, vous avez d'autres exemples de jeux auxquels vous avez pu jouer avec cette utilisation, avec des acteurs connus ou quoi Ça commençait déjà en plus avec GTA 5 il y a un petit moment maintenant. Et après d'autres jeux dans ce genre... Il y en avait eu un assez connu avec des robots, il me semble, avec un acteur de Grey's Anatomy, j'aurais plus le titre, je crois. C'est avec un D, je crois. Il y a Simon qui me le souffle, mais je me rappellerai plus du titre. Détroit, c'est ça. Détroit Become Human, ouais. Ou sinon, t'as aussi du même auteur Beyond Two Souls avec Ellen Page et Elliot Page et Willem Dafoe. Très bien, merci Simon qui se déplace de la cabine pour nous donner ces titres. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite des news du coup. La prochaine news, du coup, elle concerne aussi 2023, parce que du coup, les précédents jeux devraient bientôt arriver, mais on a aussi toute une ribambelle de films qui va arriver l'an prochain. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure dans la carte blanche. Mais du coup, on a par exemple des grands noms comme Spielberg, Villeneuve ou Scorsese qui vont arriver avec des nouveaux projets. On a aussi du coup Christopher Nolan qui revient avec Oppenheimer. Ça fait déjà quelques semaines, voire mois qu'on parle de ce nouveau film. On a eu le titre, le casting, mais on a aussi des images du coup qui ont encore été dévoilées. Ça donne plutôt envie. On a l'impression qu'il y a un gros esthétisme qui va se dégager du film. Du coup, il y aurait par exemple Cillian Murphy, Matt Damon, Robert Downey Jr. Ça va être un film du coup qui va se tourner autour du créateur de la bombe atomique aux États-Unis. Est-ce que vous, c'est un film que vous attendez ? On en reparlera tout à l'heure dans la carte blanche, mais c'est vrai que c'est un film qui fait pas mal parler. J'ai notamment vu une news comme quoi aussi il n'avait pas utilisé d'effets spéciaux pour ses effets de bombe, mais ça aurait été vraiment sur le set qu'il aurait fait des effets spéciaux, quoi. Ouais, c'est ce qu'il a déjà fait beaucoup dans les Batman par exemple. Oui, ça c'est les scènes comme ça. Enfin, Nolan, c'est vrai qu'il fait des bons films, mais et son dernier il m'avait un peu déçu et je me dis peut-être que là le fait qu'il se repose pas sur un high concept, peut-être que du coup ça sera plus intéressant que Tenet que j'avais pas adoré. Bah, c'est vrai qu'on le connaît beaucoup pour le fait de traiter du temps, etc., d'avoir beaucoup de théorie, etc. Alors que là, ça va vraiment être du concret en soi parce que c'est un truc biographique. Donc peut-être que. J'avais pas vu Dunkerque, mais du coup, j'imagine que c'est. Moi, j'avais bien aimé, ouais. C'est où tu connais un peu j'avais vu Dunkerque, j'avais bien aimé aussi. Je trouve qu'il avait plutôt bien géré le film un peu historique, tout ça. Le côté assez grandiose, moi, je le trouvais assez réussi quand même. Il m'avait plutôt impressionné. Et voilà, il avait laissé une bonne impression sur moi du début à la fin. Ça se prononce Cillian Murphy ou Cillian Murphy ?
Moi, je crois que c'est Kylian, mais je saurais pas. Enfin bref, comme tu veux. Franchement, je le verrai bien dans ce rôle et franchement, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Surtout si c'est pour revoir, oui, comme disait Nino, par exemple, on avait vu dans Batman, je sais plus lequel, mais une scène où il y a un bus qui est complètement explosé. Camion, je crois. Ouais, voilà. Ça, si il repart sur des techniques comme ça où c'est pas de la CGI, j'attends de voir ça. Surtout pour des grosses explosions. Ça promet. Surtout que c'est pas la première collaboration du coup de Christopher Nolan et Cillian Murphy, et puis Cillian Murphy multiplie vachement les rôles dernièrement, donc je pense que ça peut être un chouette retour. Petite surprise, vous aurez droit à la bande-annonce du film si vous allez voir Avatar en IMAX. Voilà. D'accord. Il ne projette que pour ce film-là, donc si vous allez voir Avatar 2, vous aurez peut-être la chance de voir la bande-annonce de Oppenheimer. Écoutez, de toute façon on en reparle tout à l'heure pendant la carte blanche, on va pouvoir passer à la prochaine news. Je vous mentionnais d'ailleurs que Spielberg préparait du coup son nouveau film pour 2023. La semaine dernière, on a eu droit à l'anniversaire du Grand Rex qui a fêté ses 90 ans. À cette occasion, ils ont refait un petit peu la devanture de la fameuse salle parisienne. On a eu notamment du coup comme spectacle des jeux d'eau Christophe Maé qui est venu chanter pour l'anniversaire du Grand Rex. Ils auraient pu choisir n'importe quel artiste, ils ont choisi Christophe Maé. C'est un choix farfelu. Ouais, le cinéma, quoi. Christopher Nolan a d'ailleurs fait un discours pour parler un peu de l'amour qu'il portait à la salle et à son extrêmement grand écran. Et bien évidemment, le public a eu droit à une avant-première, et celle du coup de Fablesman, qui va sortir d'ici quelques semaines, le nouveau film de Spielberg. J'avoue que j'aurais adoré y être. Ils ont même eu droit à des petites coupes de champagne. Moi, j'aurais pas dit non. Le champagne du Grand Rex, ça déconne pas. Est-ce que c'est une salle que vous avez déjà fréquentée ou pas encore ? Non, jamais. Non, je suis pas allé beaucoup à Paris. J'aurais bien aimé, mais pour le coup, non, j'ai pas eu l'occasion. En tout cas, c'est une très très belle salle. Je vous conseille d'y aller si vous avez l'occasion. Moi, j'avais vécu un marathon Harry Potter, donc 2 jours d'affilée à être complètement dans la salle. Et c'était super, il y avait une très très bonne ambiance. Donc l'année prochaine, il y a un événement que j'aurais adoré faire au Grand Rex, c'est le concert de La La Land avec le compositeur des musiques. Ça donne envie. Ça donne envie. Mais oui, c'est dommage qu'on n'ait pas un petit Grand Rex à Montpellier. Ouais. On a le quorum. Un petit Rex. Mais voilà, en tout cas, c'était les 90 ans du Grand Rex et ça a été une belle soirée. Alors, il y a Dame qui dit que The Fablesman est déjà dispo sur les plateformes tellement ça a fait un flop. Moi, j'ai plutôt eu des bons retours sur The Fablesman, donc j'espère pas que ce soit vrai. J'ai très hâte de le voir. Ouais, j'ai hâte de le voir également. Mais pareil, on pourra en parler dans la carte blanche. On va enchaîner avec l'avant-dernière news qui est un petit peu moins joyeuse. On a également appris du coup la semaine dernière le décès de Angelo Badalamenti, qui était un compositeur de cinéma. Il a notamment beaucoup travaillé avec David Lynch sur les films, sur Twin Peaks ou même Mulholland Drive. C'est donc des musiques qui sont connues et reconnues dans le milieu cinématographique. Il disait notamment de David Lynch que le tempo de la musique l'aide à définir le tempo des acteurs, de leur dialogue et leur façon de bouger. Je pense que peut-être pas avoir un documentaire sur lui, mais en apprendre plus sur sa façon de travailler, notamment avec David Lynch, ça serait vraiment passionnant. On avait notamment eu un documentaire sur un compositeur, c'était cette année, je crois, sur Ennio. Et j'aurais bien aimé en savoir plus sur lui. J'avoue que je le connaissais pas avant son décès. Vous, c'est des musiques que vous connaissiez, j'imagine, un petit peu. Vous connaissez un petit peu l'univers de David Lynch ou pas ? Oui, quelques films, pas particulièrement Mulholland Drive parce que je crois que je l'ai vu mais il y a assez longtemps. Mais oui, de toute façon, les documentaires sur les compositeurs, c'est toujours super intéressant. J'ai pas encore vu celui sur Ennio Morricone, mais je n'hésiterai pas à le regarder dès que j'aurai le temps. J'ai pas encore vu beaucoup de films de Lynch, donc j'ai pas de musique en tête, mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le documentaire sur Morricone, donc je pense que c'est toujours intéressant de savoir comment travailler. C'est clair. Mais il avait aussi travaillé avec Jean-Pierre Jeunet ou Marc Caro dans sa carrière. Donc voilà, c'est forcément un décès qui fait un petit peu mal à l'univers cinématographique, mais il avait bien vécu, il avait quand même 85 ans, donc il avait une belle carrière derrière lui. On va faire un petit débrief des Golden Globes dans la dernière partie des news, c'est parti. Donc je vais un petit peu vous énumérer des catégories qui ont été du coup annoncées cette semaine. On a notamment les films étrangers qui ont été nommés. On n'a pas de film français au Golden Globe cette année, c'est un petit peu triste. On a quand même une coproduction parce qu'il y a Close qui a été nominé. Close qui est donc une coproduction avec la Belgique.
On a aussi All Quiet on the Western Front, c'est un film allemand. On a Argentina, qui est un film argentin, ainsi que Decision to Live, qui est donc de Corée, et le film RRR, qui est indien. Vous avez au moins vu Close ou Decision to Live ou pas du tout J'ai vu Decision to Live. Je trouve, en termes de photos, j'avais trouvé ça très beau, mais après, c'est pas le meilleur Park Chan-wook, je trouve. En tout cas, je crois que RRR, moi je l'ai pas vu parce que je crois qu'il est pas sorti en salle. Je sais pas, ouais, mais il a par contre il a des retours incroyables. Ouais. Donc moi je dis qu'il y a peut-être des chances pour RRR. Je l'ai pas vu, mais pour le coup il y a vraiment... peut-être genre quelques séances, genre 2-3. Je crois qu'il y en a eu 2-3 à Montpellier, mais ça a l'air assez fou. Ouais. En film d'animation, on parlait juste avant de l'émission qu'il y avait le film Pinocchio qui venait de sortir sur Netflix. Pour le coup, il a été nominé dans les meilleurs films d'animation. On a aussi Inuo qui est sorti au Diagonal et je crois qu'il est plus programmé, ou il est programmé un petit peu tard. Il y a aussi Marcel the Shell with Show's Own, Puss in Boots, The Last Wish et Turning Red. Du coup, c'était le film Pixar. Alerte rouge. Alerte rouge, ouais, c'est ça, qui n'était pas sorti en salle du coup. Pour le coup, je pense que ça va être un petit peu mitigé parce que Inuo, il a des retours incroyables. Je crois qu'il est assez explosif dans son esthétisme, etc. Je l'ai pas encore vu, mais j'aime bien le réel, donc. Ouais, le réel, il est assez connu. Et d'un côté, il y a Pinocchio qui a des retours assez ouf aussi en ce moment. Nous, on l'a malheureusement pas encore vu autour de la table. Mais même le Chaboté 2, il y a des retours apparemment pas si mal. C'est clair. Bon, il a pas été nommé du coup, Chaboté. Mais si, il y est du coup. Ah, c'est Puss in Boots, ok. C'est vrai que... Ah oui, mais non. Et Marcel the Shell, il a des retours assez ouf aussi. Donc en vrai, ça va être compliqué de choisir lequel. Je pense pas que ce sera le Pixar pour le coup, parce que c'est pas leur meilleur. Je sais pas si vous l'avez vu, mais non, c'était un bon moment, mais c'était pas non plus incroyable. En tout cas, au niveau du meilleur réalisateur-réalisatrice, cette année, on a des très très gros noms. Et encore une fois, ça va être très difficile de les départager parce qu'on a James Cameron avec Avatar 2, on a les Daniels du coup avec Everything Everywhere All at Once, on a Baz Luhrmann avec Elvis, on a Martin McDonagh avec The Banshees of Inisherin. Celui-là, il n'est pas encore sorti en France, mais il a des retours incroyables comme film. Et on a Steven Spielberg avec Fablesman. Donc là, c'est que des noms qui ont vraiment marqué cette année et qui vont marquer l'année prochaine. Ça va être compliqué de choisir. Je pense pas que ce sera Spielberg parce que même si ça peut être un film sympa, je pense pas que ce sera le plus marquant de sa carrière. C'est dommage parce que ça... Enfin, j'ai pas encore vu beaucoup de retours, mais ça a l'air d'être un film important pour lui. Ouais. J'ai vu des retours qui le comparaient un petit peu à Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Mais c'est un petit peu autobiographique. Je pense que dans le style, ça se rapproche un petit peu de Armageddon Time qu'on a eu récemment, qui est aussi un petit peu autobiographique. Je pense que ça se rapproche. Elvis, je suis pas sûre non plus, parce que c'était pas son meilleur, je trouve, à Baz Luhrmann. Par contre, James Cameron, ça pourrait être sympa pour Avatar 2, parce que pour le moment, il a des retours incroyables. Vous l'avez pas encore vu, vous ? Non. Sorti aujourd'hui. Ok. Bah écoutez, après, vous êtes un peu série ou pas du tout ? Pas trop. Un petit peu. Parce qu'il y a eu les meilleures séries dramatiques aussi. Il y a Better Call Saul du coup, qui a sorti sa dernière saison. Il y a The Crown qui a eu un gros retour avec sa saison 5. House of the Dragon qui a pas mal marqué avec sa première saison. Ozark et Severance qui a aussi vachement Severance, eu du succès. ça a l'air super. On m'en a dit que du bien. Pour le coup, en termes de meilleurs... En fait, c'est difficile parce qu'on a eu des nouvelles séries avec Severance et House of the Dragon qui ont eu un très beau démarrage. Mais on a aussi Better Call Saul qui se termine. Better Call Saul, je suis pas arrivé à la dernière saison, mais si c'est... Enfin, même j'entends des gens qui disent que c'est au-dessus de Breaking Bad, limite. Donc, Ouais, carrément. Ah ouais, je trouve que franchement, j'étais pas trop accroché 1, 2, 3, mais à la fin, ça m'a beaucoup rattrapé. Comme j'ai déjà expliqué à Nino, ils introduisent un nouveau personnage qui est déjà un peu tease en soi dans Breaking Bad. Et je le trouve vraiment qu'il rajoute quelque chose d'important à la série. Et c'est dommage qu'on l'ait pas eu dans Breaking Bad. Du coup, pour moi, c'est pour ça que le personnage marche énormément dans la série. Et puis même le tournant qu'ils choisissent, je trouve qu'il marche très très bien. Donc j'ai beaucoup aimé personnellement. Après, c'est pas vraiment le même ton que Breaking Bad. C'est beaucoup plus... Breaking Bad se concentre sur beaucoup de personnages à la fois, alors que Better Call Saul, c'est un peu plus centré, j'ai l'impression.
Mais ça marche aussi. Je n'irai pas forcément à les comparer en fait. Mais du coup, est-ce qu'on honore une série qui se termine ou est-ce qu'on lance une série qui se débute? Alors pour le coup, je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de hype autour de House of the Dragon et que ça va beaucoup aider à porter vers l'avant. C'est possible. Je fais une dernière catégorie pour le plaisir, c'est celle des actrices dans des films dramatiques, parce que là aussi il y a des noms. Alors on a Cate Blanchett avec Tar, on a Olivia Colman avec Empire of Light, on a Viola Davis avec The Woman King, on a Ana de Armas avec Blonde et Michelle Williams avec The Fablesman. Alors déjà c'est que des énormes films qui vont sortir l'an prochain ou qui sont déjà un petit peu sortis, mais surtout des noms. Cate Blanchett, Olivia Colman, Michelle Williams, ça va être la compète. Moi, j'avoue que je suis pour Olivia Colman parce que vraiment, je l'aime beaucoup trop et que le film me donne énormément envie. Empire of Light, c'est le nouveau film de Sam Mendes, du coup celui qui avait fait 1917 par exemple, il n'y a pas très longtemps. Et c'est un film qui mélange romance et cinéma, donc moi, je pense que je serais totalement convaincue par les films. Vous, il y a des noms qui vous marquent un petit peu dans cette liste de... Pas particulièrement. Après, Ana de Armas c'était pas mal dans son rôle de blonde, même si le film est pas top, elle a quand même vachement bien joué. Je l'ai pas vu, mais j'aime bien l'actrice. Et incarné à voir. Merci, tu me fais confiance. Bah écoutez, je pense qu'on a bien fait le débrief des news de la semaine. On va pouvoir passer à la partie débat. Cette semaine, on va donc parler de 3 films qu'on a présentés en introduction, Les Bonnes Étoiles, Les Pires et Falcon Lake. Et on commence par le dernier film du réalisateur japonais Hirokazu Koreeda, que j'aime énormément, et qui est donc le lauréat de la Palme d'Or il y a 4 ans avec Une affaire de famille, que je vous conseille, mais alors à 1000%, même avant Les Bonnes Étoiles, n'hésitez pas à aller voir une affaire de famille chez vous. Et du coup, il revient aujourd'hui avec Les Bonnes Étoiles. Découvrons donc la bande-annonce. 우성아 미안해. 꼭 데리러 올게. 연락처는 없어. 그럴 생각이 전혀 없구만. 우성아, 우리랑 이제 행복해지자꾸나. 응? 애 엄마가 찾아왔다고? 6개월아니요? 아니 무슨 말씀을 그렇게 해요? 키워줄 부모를 찾는 거지. 선이라고 해야 되나? 선이 좋아하시네. 그냥 브로커잖아. 전문적인 브로커라고 보기에는 좀 뭔가 행동도 어설픈 것 같은데. 데리고 가야 돼? 출발. 반드시 현행범으로 체포할 거니까. 성인 우리 팔아넘길 애가 아니야. 아니 왜 우리 가족 여행을 방해하고 그래? 나 다 알아. 가족 아닌 우성이 살려고 그러잖아. 그러면 나처럼 살지 않아도 되니까. 소중한 아기를 안겨드리는 큐피드라고 생각하시면 됩니다. On espère que tous nos auditeurs parlent japonais et qu'ils ont compris la bande-annonce. Ah oui, coréen, pardon. C'est le réalisateur qui est japonais, mais c'est vrai qu'il parle coréen dans le film. Mais pour vous faire un petit débrief du sujet du film. Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par 2 hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d'un périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé. Moi, je vous avoue que ça fait un petit moment que j'ai vu le film. Je l'avais découvert au Festival de Cannes et j'étais tellement ravie qu'un film de Koreeda soit projeté, parce que j'avais adoré Une affaire de famille. Pour moi, c'est ce genre de film où tu le lances sans trop d'attente et tu découvres tout le génie asiatique, où tu as des rebondissements qui sont tellement pas imaginable. Là, pour le coup, le film, je le trouve un petit peu plus délicat. Je sais pas si vous avez vu Une affaire de famille, vous, non, déjà avant. Ça fait un moment que j'entends parler de Koreeda, mais je n'avais encore jamais vu, c'est mon premier. Ok. Bah, pour le coup, il est vachement plus doux qu'Une affaire de famille, je trouve, Les Bonnes Étoiles. Il est moins dans le rebondissement et plus dans la création de liens, même si c'est clair que, comme dans Une affaire de famille, la famille est un sujet extrêmement fort dans sa cinématographie, dans sa filmographie. Bah écoute, Nino, tu veux commencer sur le film? Oui. T'en as pensé quoi? Bah, j'ai trouvé que c'était un road trip sympathique. Après, j'ai pas
énormément accroché non plus. Les personnages sont cool. Il y a des très beaux plans, notamment les plans larges sur les rues et tout, qui sont très jolis. Mais voilà, sinon j'ai pas plus accroché que ça. Le lien qui se tisse entre les personnages, il t'a pas... Oui, si, ça c'était assez beau quand même à voir, voilà, jusqu'à la fin et tout. Je trouve que c'est un petit peu le point fort en fait. Ouais. À l'unité, chaque personnage a sa petite douceur ou quoi, et en fait à l'union, ils arrivent à se révéler les uns aux autres. J'ai l'impression qu'ils prennent vie au moment où ils sont ensemble et où ils essayent de rendre justice au maximum à ce petit bébé. Mais les liens m'ont vraiment pas mal touchée. Théo, je sais pas si c'est quelque chose que tu partages. T'as bien aimé le film ou pas ? Oui, j'ai beaucoup aimé le film. On a eu l'occasion d'en discuter avec Nino après la séance. Et effectivement, les liens qui se tissent, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Cette ambiance que dès qu'on les retrouve tous dans la pièce ensemble, il y a vraiment cette notion de confort, on se sent à l'aise et on a vraiment l'impression de voir une famille qui s'amuse et qui discute, etc. Après... vers la fin, je me demandais comment ça allait se dénouer, comment ça allait évoluer, aller vers l'avant, etc. Et j'étais peut-être un peu déçu de la manière dont ça a été fait. C'est un détail qui est revenu 2 fois dans le film où il surexpose un petit peu trop ce qui laisse entendre, par exemple au moment où il parle de sa cicatrice. Et il y a la dame qui dit « Ah oui, cette cicatrice que tu as eue quand tu es blessé », et l'autre il dit « Oui, parce que j'ai grandi ici », alors que je pense pas que c'était vraiment nécessaire de l'expliquer. Et ils refont la même chose à la fin avec la policière qui laisse un message à la maman, et je me disais que c'était pas forcément nécessaire de le dire, que le spectateur l'avait quand même compris. Mais comme l'a dit Nino, au niveau des plans, moi par contre j'ai beaucoup aimé. Il a dit oui, les plans des rues, etc., où il y a beaucoup de surcadrage sur des espaces de vie. On a la rue, puis à côté on a les maisons qui découpent le cadre, etc. Mais des choses qui m'ont particulièrement marqué, c'est les plans larges avec... des aplats de mélange de couleurs et de textures. On l'a vu dans le trailer, il y a des grands plans avec la terre mouillée, avec une couleur marron, puis après il y a la mer, puis après il y a la même chose avec les arbres, le vent, etc. Et je pense que le moment que j'ai trouvé le plus beau dans le film, c'était quand ils sont dans le train, qui discutent dans l'interstice qu'il y a entre les wagons, et que y a la lumière qui arrive, il y a un énorme bruit, puis d'un seul coup il y a une éclaircie, et il n'y a plus aucun bruit, ils arrivent à se comprendre et que ça s'alterne comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai trouvé qu'il y avait une magie dans ce moment, parce qu'ils se disent des choses tellement banales, et en même temps il y a ce passage du train et on n'entend plus rien, tout devient noir, puis d'un seul coup il y a l'éclaircie de lumière, ils arrivent à se reparler. Je sais pas, ce moment il m'a vraiment énormément marqué, et puis au niveau de la photo j'ai trouvé que le film était vraiment magnifique. Après comme j'ai dit, j'étais un petit peu plus déçu au niveau du dénouement vers la fin, tout ça. C'est vrai qu'en plus des liens, ce qui est intéressant avec le cinéma de Koreeda en général et avec ce film-là, c'est aussi un certain propos politique qui est pourtant mis au second plan. C'est-à-dire qu'il apporte quelque chose, des informations sur une situation politique ou quoi, mais ça vient pas étouffer son film, je trouve, parce que par exemple là on parle des boîtes de dépôt bébé qui existent autant au Japon qu'en Corée, et c'est quand même un procédé choquant. Enfin, on n'entend pas parler de ça tous les jours, et encore moins en France. Le fait d'abandonner son enfant de la sorte, c'est un procédé qui est quand même assez froid et brutal, je pense, pour une mère, et c'est vrai que il y a quand même ce sujet-là qui est mis dans ce film, dont on parle vraiment, et pourtant il vient pas étouffer le film, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, je suis d'accord, ça sert à la narration et tout. Après, ça parle aussi un peu d'avortement, mais c'est dans la bouche d'un personnage, mais du coup le propos était un petit peu bizarre, je savais pas trop ce qu'il voulait nous dire. Parce que je crois que c'est la policière qui dit... tu t'aurais préféré avorter, et lui répond genre non, ça aurait été genre tuer mon enfant avant qu'il naisse, c'est encore pire. Du coup je sais pas trop c'est quoi le point de vue du réalisateur sur ça. Je pense que ça montre aussi la complexité de se faire un vrai avis, ou en tout cas de vraiment conscientiser quand t'es mère en fait, que tu vas abandonner, et je pense que ça doit être tellement complexe de choisir la façon de l'abandonner. Déjà tu penses jamais en vivant ta vie que tu vas devoir en abandonner un jour d'enfant et de bébé, surtout quand il est procréé de cette de cette façon là. Donc je pense que ça montre aussi une certaine perte du personnage en fait. Après c'est quand même de toute façon des personnages assez complexes sans en révéler.
Enfin, c'est pas des personnages tout blancs, on va dire. oui, c'est clair. Mais voilà. Moi, j'ai pensé la même chose aussi au niveau du propos. Ce qui était intéressant, c'est que c'était pas le centre de l'histoire, ce propos sur l'avortement, l'abandon de bébé, tout ça, et il arrive à caler des petites infos qui peuvent être assez froides à entendre et pour autant il arrive à les caler dans le propos du film comme si c'était naturel, parce que de toute façon c'est un peu la réalité de ce qui est vécu là-bas. Et par exemple à un moment qui m'a fait marrer entre guillemets, parce que c'est dit avec une telle simplicité alors que c'est quand même assez choquant, c'est que il parle de vendre le bébé, le prix de l'enfant, et il mentionne que comme ça au détour d'une phrase qu'une fille ça vaut 2 millions de moins qu'un garçon, parce que ils veulent pas de filles en fait. Je sais pas si c'est dans ce pays qu'il y a eu toute la loi établie par l'État comme quoi il fallait pas avoir de filles ou je sais pas quoi. Ça, c'était en Chine. Mais du coup il y a eu des influences et ça se voit, parce qu'il y a toujours ce truc c'est toujours un peu moins voulu d'avoir une fille et c'est glissé au détour d'une phrase. C'est un peu tout ce qui se passe avec l'avortement, etc. Par exemple, le moment où justement elle dit que ça aurait été tuer son enfant avant même de l'avoir, en soi c'est un propos sur l'avortement, mais c'est un personnage qui le dit, il y en a d'autres qui sont pas d'accord, donc c'est pas non plus c'est pas très clair ce que le réalisateur veut dire, et je trouve que c'en est pour le mieux, parce que ça révèle que c'est pas une situation simple, qu'on peut se positionner des deux côtés. Voilà. Oui, je pense que le fait que les personnages, en plus d'être pas tout blancs, ils sont quand même vachement perdus dans leur vie. On voit bien qu'ils sont pas tout à fait nets et pas tout à fait conscients de leur choix. Donc je pense que le fait qu'ils soient aussi perdus, ça montre aussi qu'il y a pas... En fait, il veut pas défendre un propos, il veut défendre une situation, des liens qui se tissent, etc. Mais je pense pas que ce soit un film politique en soi. Ça a un sous-texte politique, mais je pense pas qu'il se veut vraiment politique et engagé profondément, quoi. Et une question que je me posais, peut-être que tu pourras y répondre. Je me demandais du coup par rapport à la filmographie de Koreeda que je connais pas, est-ce que du coup le choix d'avoir fait ce film en Corée, ça influe parce que je connais un peu plus le cinéma coréen que japonais. Est-ce que du coup ça influe sur la manière de faire le film et tout, sur le ton Je sais que dans les films coréens que j'ai vus, il y a ce mélange un peu entre humour et très sérieux qui est peut-être un peu moins présent dans le cinéma japonais. Je sais pas du coup si au niveau du ton t'as vu une différence avec ces films japonais. Pour le coup, j'ai juste vu Une affaire de famille et son film français. Bon, son film français, c'était un peu une catastrophe. Bonsoir Marie. C'était un peu une catastrophe, mais son film Une affaire de famille, pour le coup, je trouve qu'il y avait déjà ce truc-là, comme je te disais, un petit peu de rebondissement, de jeu avec les personnages, où tu crois un petit peu les connaître, et puis après, c'est un peu autre chose. Et quand il y a des liens qui se tissent, forcément, il y a un petit peu d'humour aussi. Donc, peut-être que c'est le cinéma de Koreeda qui se rapproche du cinéma coréen déjà de base avant, mais je pense que c'est déjà présent dans ses anciens films, et moi j'ai très hâte de découvrir de toute façon toute sa filmographie. Il y a Dame qui nous dit il y a bien des femmes qui mettent leur bébé dans des congélateurs. On est quand même pas sur la même situation ici, hein. On va se calmer. Écoutez, si vous avez quelque chose à rajouter sur le film, peut-être? Non, c'est bon. Non. Toi aussi, c'est bon. Bon, j'espère que ça vous aura quand même donné envie d'aller voir ces autres films. Moi, j'ai envie. C'est cool. Tu nous en diras plus quand tu en auras vu alors. Notre première pause musicale va nous être offerte par l'une des actrices principales des Bonnes Étoiles. Et oui, parce que le réalisateur Koreeda, du coup, a choisi la chanteuse et comédienne IU pour incarner le rôle de la jeune maman du film. Sachez qu'à Cannes, il y avait un nombre incalculable de fangirls de cette chanteuse qui venaient faire la queue pour la rencontrer. C'était assez incroyable. Et du coup, on va s'écouter tout de suite son titre Palette en featuring avec G-Dragon. C'est parti. 이상하게도 요즘엔 그냥 쉬운 게 좋아. 하긴 그래도
살면서 모든 게 어려워 잔소리임을 서러웠고 좀만 듣던 저부지에 겨우 20곡에 넘어 기쁨도 잠시 엄어 아프니까 웬 청춘이래 지은 아홉반은 말야 지금 막 30인데 나는 절대로 안 해 근데 막 어른이 돼 아직도 한참 모르는데 너보다 5살밖에 안 먹었는데 20위 30안에 고맘때 right 해 애도 어른도 아닌 나이 때 그저 나이 때 가장 찬란하게 빛이 나 어둠이 드리워질 때도 겁내지 마 너무 아름다웠어 꿈이 활짝 웃어 언제나 사랑받는 날 Yo 에이 잠들었던 시간들 I like it I'm 25 날 좋아하는 거 알아 Oh I got this I'm truly fine 이제 조금 날 것 같아 난 칼날이만 I like it I'm 25 날 미워하는 거 알아 Oh I got this I'm truly fine 이제 조금 날 것 같아 날 Après avoir fait des petits tours du côté du Japon et de la Corée, on va maintenant partir dans le Pas-de-Calais, et plus précisément à Boulogne-sur-Mer, et parlons donc du court-métrage Les Pires, récompensé au dernier Festival de Cannes. C'est parti pour la bande-annonce. Action. Coupé. Attends, Ryan. J'étais sur le film. C'était bien? Trop bien. Le film où il manque que des cassos là. Pourquoi tu dis ça, wesh? T'es payé pourquoi? Pour tourner dans le film, cousine. Eh monsieur, prenez le sac. 34 heures. Il vomit sur commande, je vous jure. Fais gaffe quand tu discutes et que j'ai pas éteint ton micro parce que j'entends tout. Insultez-vous avec vos propres mots. Un clochard. Tu fais quoi là? Et Ryan, t'as le droit d'être en colère. Mais il faut aussi que t'apprennes à te maîtriser, tu crois pas? Je préfère une enfance dans la street que dans un... Bah tu sais, avec les associations, on fait un boulot au quotidien pour que l'image du quartier elle change. Mais en fait, ce que vous faites là, bah ça stigmatise. Et pourquoi vous avez pas pris des vrais acteurs? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils ont été choisis parmi des centaines et des centaines d'autres enfants. Et c'est un film pour la télé ou le cinéma? Pour le cinéma. Ah, on va travailler la scène de cul cet après-midi avec Lily, ma petite hippie. C'est vulgaire, hein. J'espère que tu parles pas comme ça à l'école, je te le dis. Concentrez-vous. T'es vraiment doué. T'es pas donné à tout le monde de jouer comme ça. Je suis une star moi. Tu dois faire confiance à ce que tu ressens. Être en colère quand il faut être en colère. Et pleurer quand on a besoin de pleurer. Moi je pleure pas moi. Comme le film précédent, j'ai pu découvrir ce film au Festival de Cannes. Du coup, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais je vais me rafraîchir la mémoire avec le synopsis. Un tournage va avoir lieu cité Picasso à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, 4 ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessie, sont choisis pour jouer dans le film. Dans le quartier, tout le monde s'étonne pourquoi n'avoir pris que les pires. Petite anecdote, au départ, je devais aller voir le film Plus que jamais, du coup, c'est bien ça, le film avec Gaspard Ulliel. Et au final, je me suis retrouvée dans cette séance totalement au hasard. J'ai pris la première séance qui me venait. Et du coup, c'était la séance projetée avec le casting, etc. Et pareil, du coup, c'est ce genre de film où tu te retrouves dans une salle par hasard, tu sais à peine de quoi parle le film. Et il y a le casting qui débarque, tout ça. Et moi, j'ai été pas mal emportée. Je trouve qu'il a quelques défauts sur lesquels je reviendrai, mais je vais laisser commencer Théo sur ce film. Est-ce que c'est un film que tu as apprécié? Je l'ai apprécié. Alors, peut-être pas autant que Les Bonnes Étoiles, mais quand même pas mal. C'était une expérience assez positive. Je me suis pas trop attaché à la photo sur celui-là, plutôt au ressenti qu'on avait des acteurs, etc. Ouais. Je trouvais qu'il y avait quand même un bon côté où vraiment, pour moi, il y a une évolution dans le jeu tout au long du film. C'est un peu l'objectif de se dire, au début, ils savent pas vraiment ce qu'ils font là, on sait pas s'ils vont réussir à finir le film, etc. Et il y a cette scène vers la fin où vraiment on se rend compte que c'est devenu des acteurs, ils savent bien jouer, etc. Après, il y a un petit truc qui m'a un petit peu dérangé, mais je sais pas si c'est vraiment légitime, parce que j'ai pas
forcément énormément d'exemples, mais c'est que il y a cette espèce de double discours dans le film où on suit un réalisateur qui va faire quelques représentations assez clichés d'une cité, etc. Et c'est d'ailleurs ce que m'ont reproché les gens tout autour de l'équipe vers la fin. On a vu dans le trailer, il y a des gens qui viennent dire que ils prennent les pires, c'est une mauvaise représentation de la cité, etc. Et à côté, on a justement le film qui présente ce processus, qui lui aussi, quelquefois, part sur quelques simplicités qui m'ont un petit peu déçu. Je sais que par exemple, à un moment, on a l'actrice principale qui envoie des messages sur Facebook, et ça, c'est vraiment dans le film, c'est pas dans le film. Et elle fait des fautes qui sont absurdes, etc. C'est même pas des fautes qu'on fait vraiment quand on écrit mal ou quoi. Et j'ai trouvé que c'était un peu ridicule. Et il y a quelques moments comme ça, j'ai pas forcément d'autres exemples qui m'ont un petit peu marqué. Après, le film m'a quand même pas mal plu. J'ai trouvé qu'il était joli. La scène de la fin avec le gamin qui est enceinte et qui porte les vêtements de sa grand-mère, je suis pas sûr d'avoir compris la logique. Mais... Avec les pigeons et tout, non? Mais ouais, voilà, c'est ça. Mais sinon, ouais, j'ai quand même une expérience positive. Voilà. Parce que moi, ce qui m'avait un petit peu plu, c'est que, comme tu l'as dit, il me semble, c'est qu'en fait, le film se dévoile, mais avec du temps. En fait, au début, t'es peut-être un petit peu réticent, et plus le temps passe, plus les personnages se découvrent eux-mêmes, le réalisateur les découvre, et nous, on les découvre aussi. Et en fait, c'est ce petit déballage en fait, des personnages que je trouve assez touchant, et c'est ce qui m'a personnellement emballé. Mais c'est vrai que je te rejoins sur les points où c'est vrai qu'il y a des fois où ça devient un petit peu trop cliché. Donc même si on parle d'un quartier, qu'on parle des pires, etc., je trouve qu'il y a des fois où c'est peut-être un peu trop appuyé et où t'es là, bon, là t'en fais un peu trop. Mais je trouve que dans l'ensemble, il y a une vraie cohésion entre les acteurs et pour le coup, ils jouent super bien. Enfin, moi, ils m'ont vraiment convaincu que c'était des vraies personnes de quartier, des vraies personnes un petit peu en difficulté avec la société et tout, quoi. Je sais pas si Nino, toi tu t'as apprécié le film aussi. Moi j'ai vraiment adoré. Déjà j'ai bien aimé le dispositif qui est très naturaliste, filmé un peu façon documentaire, caméra portée, et qui est présent dès le début, puisque le film il s'ouvre sur un peu genre les vidéos de casting des 4 acteurs principaux, et je trouve que c'est vraiment une super entrée en matière pour ces personnages, parce que directement on a l'impression de regarder un documentaire en fait, et il tient vraiment ce dispositif jusqu'à la fin, qui marche beaucoup, parce que il y a cette mise en abîme entre les vrais acteurs, les personnages du film et les personnages qu'ils jouent dans le film. Et c'est hyper intéressant, parce que du coup il y a plein de scènes où on se demande un peu à quel endroit on se situe, et il y a vraiment une super galerie de personnages. Ils jouent vraiment tous super bien. En plus, voilà, pour des enfants, c'est intéressant, parce que du coup on voit un peu les difficultés qui sont amenées avec le fait de tourner avec des enfants, qui a l'air d'être très compliqué. Et les personnages sont vraiment tous, je trouve, super attachants dans leur individualité, mais aussi dans leur lien entre eux, et jusqu'à la scène finale, que je sais pas si tu l'as encore en tête, mais que je trouve incroyable, où on est dans le film, et en fait genre leur manière de jouer et tout nous remonte tout ce qu'ils sont eux dans la vraie vie, et le parallèle est vraiment hyper fort. Et il y a des scènes comme celle-ci qui sont très émouvantes, et je trouve qu'aussi il y a pas mal d'humour qui marche assez bien pour la plupart du temps. Et voilà, c'est très j'aime beaucoup les films un peu comme ça, naturalistes. Ça m'a fait penser dans les dialogues et dans la manière de filmer aussi à Rien à foutre, qui est sorti un peu plus tôt dans l'année. Ouais, c'est un petit peu ce côté cinéma un petit peu marginal de ce qu'on peut voir en cinéma français en ce moment. Et c'est vrai que en plus de ce côté naturaliste, il y a une vision d'enfants qui se confrontent au monde adulte, et d'adultes qui se confrontent au monde enfantin. Et c'est vrai que c'est intéressant en fait de voir déjà interagir des enfants entre eux, enfin des adolescents entre eux, et aussi interagir avec les adultes. Je trouve qu'il y avait des dialogues et des échanges qui étaient quand même assez touchants, notamment avec le réalisateur. Je trouve que il y a un lien qui se crée, et une compréhension qui se crée petit à petit avec le film, et c'était assez bouleversant, je trouve.
Et c'est toujours intéressant de voir des faux techniciens, on va dire, jouer comme s'ils étaient vraiment en train de filmer un film. En fait, ce truc de métaverse, je trouve ça assez intéressant. Métafilm, je trouve ça assez intéressant de toujours mettre un petit peu en avant ces techniciens-là qui eux aussi créent du lien en fait avec les acteurs qui sont filmés. C'était assez intéressant cet échange-là et ce lien adulte-enfant qui se crée sur le tournage et hors tournage. C'était assez touchant. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur le film. Il faut souligner aussi du coup que ces deux réalisatrices, je sais pas si c'est leur premier film d'ailleurs ou si elles Il ont me semble que si, mais ce serait à vérifier. Et du coup, c'est dommage qu'il faille aller voir des films réalisés par des femmes pour trouver ça, mais il y a des problématiques qui sont hyper bien traitées, je trouve. Du coup, genre, par exemple, il y a une scène de sexe qui est tournée et du coup, il y a le dispositif et tout qui est expliqué, qu'il faut avoir le moins possible de techniciens et tout. Il y a aussi l'actrice principale qui veut avoir qui entrevoit une relation avec un technicien plus âgé, et cette relation, je trouve qu'elle est bien traitée sans en révéler trop. Puis elle est pas glauque, donc c'est ça, oui. C'est ça qui est pas mal aussi, c'est qu'elle a réussi à mettre, les réalisatrices ont réussi à mettre des limites dans l'écriture de leur personnage pour pas rendre ça déstabilisant non plus, quoi. Même le réalisateur qui peut des fois avoir des côtés un peu glauques, je trouve que c'est quand même un personnage très intéressant, quoi. Ouais. Il se remet vachement en question. J'ai l'impression que c'est aussi le cas des enfants, en fait. C'est qu'à vivre autant ensemble dans leur quotidien, ils se remettent tout le temps en question sur leur comportement, sur la façon d'être avec les autres, etc. Et il y avait un autre point que je voulais aborder que j'ai oublié. Mais oui, c'était le fait que les acteurs et actrices, je trouvais qu'ils dégageaient quelque chose d'extrêmement naturel. En plus d'avoir une belle harmonie ensemble, ils ont un physique et un jeu qui est vachement naturel. Je pense que c'est pour ça que ça nous convainc aussi autant de les voir ensemble. Ouais, du coup, c'est par rapport à ça, je trouvais ça hyper intéressant de montrer comment on dirige des acteurs, des jeunes acteurs là en l'occurrence. Ouais. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce que sa place en festival se multiplie de jour en jour. Je le vois gagner des prix et tout ça. Il est vachement bien reçu par les festivals et le public. Donc ça fait plutôt plaisir de voir un film un petit peu marginal se voir offrir des prix et de la reconnaissance, quoi. Donc j'espère que nos auditeurs seront aussi convaincus par notre discours, on va dire. Théo, tu as quelque chose à rajouter peut-être sur le film Ouais, vis-à-vis de ce que dit Nino sur l'humour, tout ça, j'ai trouvé que c'est vrai que ça marchait bien. Il y a un aspect de dualité entre l'équipe technique, le réalisateur et les gens qui vivent dans la cité Picasso, c'est ça ? Ouais. Ok. Parce que moi, un moment qui m'a fait beaucoup rire, c'est le réalisateur qui s'arrête devant un mur, le mur qu'on voit au tout début du trailer, et qui dit ça c'est magnifique, alors qu'à côté t'as les gens qui vivent et en fait ça c'est leur quotidien et c'est surtout le signe de leur cité qui est en train de se désagréger et du fait qu'ils sont abandonnés dans ces quartiers. Donc c'est beau pour les réalisateurs, mais c'est un peu une beauté tragique et on se demande s'ils le voient ou s'ils le voient purement pour ce côté esthétique. Puis il y a aussi ce truc, ce passage très très gênant où il essaie d'insuffler la bonne intonation pour l'actrice lors de la scène de sexe et c'était très malaisant et on voit le décalage entre quelqu'un qui voit ça vraiment d'un côté artistique et qui a la pensée de comment va finir son film, et des acteurs qui n'ont jamais vu ça de leur vie, qui sont pas forcément exposés à ce genre de sensibilité et qui comprennent pas et qui sont extrêmement gênés et après il y a eu la réaction, tout ça, bon je vais pas en dire plus, mais je trouve ça vraiment très drôle. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est une vision que du coup elle-même porte au cinéma, c'est presque une autocritique de leurs films et des films sur les quartiers en général. Bon, eh bien, on va passer au dernier film, du coup, qui est un film de la comédienne Charlotte Lebon. Elle est passée derrière la caméra pour réaliser son premier long métrage, Falcon Lake, où se mêlent Premier amour et histoire de fantôme. T'as quel âge, là, Bastien? J'ai 13 ans, mais j'ai bientôt 14. C'est vrai qu'il y avait un fantôme ici? J'y crois pas trop, donc... Ils ont retrouvé le corps d'un jeune en terre sauvage, là-bas. Tu m'as suivi ou quoi? Peut-être. Tu viens? Je pense que c'est ça de ma peur.
c'est de me sentir seule toute ma vie. T'es pas seule là. Il y aura toujours ton fantôme. On va passer directement au synopsis. Bastien et Chloé passent des vacances d'été avec leur famille dans une cabane au bord d'un lac au Québec. Cette fois, on n'est plus du coup au Japon ni en France, on est au Québec, qui est donc hanté par une légende fantôme. Malgré la différence d'âge qui les sépare, les deux adolescents forment un lien singulier. Moi, j'ai vu ce film du coup hier soir. J'avais eu beaucoup de bons retours sur ce film sur Twitter. Les gens se sont un petit peu enflammés, je trouve. De mon côté, je trouve que c'est encore une fois un film un petit peu marginal comparé à ce qu'on peut voir en ce moment, enfin même en général dans le cinéma français. Et je sais que c'est le genre de film aussi qui va convaincre ceux qui disent le cinéma français est mort, etc. Là, c'est un film un petit peu d'auteur qui propose un esthétisme assez marqué déjà. Je pense que c'est le premier point qu'on pourra aborder. C'est un esthétisme qui est très assumé. Très marqué avec déjà ce format là qui est pas extrêmement utilisé au cinéma. Cependant, je trouve que dans son esthétisme, je pense que c'est peut-être inconscient, mais il y a beaucoup de repris. Après, c'est son premier long métrage, mais je trouve qu'il n'y a pas une identité qui se crée vraiment. J'ai eu du mal à être vraiment convaincue par ce qu'elle nous offrait, et j'avais l'impression de voir trop de films que j'avais déjà vus à travers ce film. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez ressenti aussi, mais j'ai eu du mal à être convaincue que j'étais en train de voir le cinéma de Charlotte Lebon. Je voyais le cinéma d'une personne passionnée par le cinéma et qui avait plein de rêves en tête, mais j'avais du mal à vraiment être convaincue par ce que j'étais en train de voir. Je sais pas si vous l'avez ressenti aussi ou pas, mais... Je crois que c'est tourné en pellicule. Déjà, je trouve c'est intéressant sur, après, c'était très joli, sur la manière d'être filmé et tout. Beaucoup de... là, c'est pareil que du coup, le film d'avant, c'est naturaliste, mais un peu différent dans sa mise en scène, parce que là, c'est plus des plans fixes et tout. Là, pour le coup, ça me faisait penser à l'abordage. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Et pareil, donc des dialogues très naturels et tout. Sauf l'acteur principal qui m'a pas très convaincu, malheureusement. Mais ouais. Par rapport à tout ce que t'as fait ressentir le film. Non mais ouais. j'ai d'autres trucs et tout, mais tu me posais la question de l'esthétisme, j'avais pas grand chose à dire par rapport à ça. Non mais voilà, je trouve c'est intéressant sur la manière de filmer le quotidien un peu. Il y a plein de petits gestes, je trouve, qui amènent du réalisme à la scène et tout. Voilà, après, du coup, c'est adapté d'une BD. Oui, on va arriver au point. Ouais. Moi, j'étais pas au courant, donc je suis ravie. Enfin, je suis ravie. Oui, non, que tu me l'apprennes. Mais j'ai lu la BD il y a de nombreuses années que j'avais bien aimé parce qu'il y a le même côté réaliste et tout dans ses dialogues. Mais voilà, l'auteur, c'est Bastien Vives, qui est en ce moment en plus au cœur d'une polémique parce qu'il avait une exposition au Festival d'Angoulême qui vient d'être annulée aujourd'hui parce que ça fait beaucoup de... Oui. Mais ils ont dit que c'est parce que sinon il y aurait trop de débordements et tout. Oui, ils ont fait ce que le cinéma n'a pas réussi à faire en même temps. Aïe. Et voilà, parce qu'en fait le problème de cet auteur, c'est que il a beaucoup de BD où il y a des trucs très bizarres qui sont clairement, je pense, de la pédopornographie et il a l'air, en fait il est genre à la fois il a un côté très provocateur et à la fois il y a des trucs où on se dit bon là c'est pas de la provocation, c'est en des perversions qu'il a. Oui, non mais concrètement, pardon, si je peux faire une aparté. Ouais. Vas-y. C'est un énorme con, voilà, on peut pas le dire autrement.
il fait des BD pédopornographiques très sexistes, très misogynes, grossophones. Il a tous les vices. Cet homme a tous les vices. Et en plus, il se permet d'aller insulter des autrices de BD sur Instagram en leur disant d'aller mourir, qu'elles méritent de se faire violer, que leurs petites sœurs méritent de crever en bas de leur immeuble. Les tweets sont sortis, les captures d'écran sont sur Instagram, allez voir. Mais j'ai rien vu, l'autrice Emma qui écrit notamment des BD sur la charge mentale, je me rappelle plus son nom de plume, mais voilà. Elle a tout sorti. Voilà, elle a sorti tous les screens, tous les commentaires sur Twitter. C'est un énorme connard. Je suis ravie que son exposition ait été annulée. Et ça ne me donne du coup pas du tout envie d'aller voir ce film. Je suis désolée. Non, et du coup, c'est dommage parce que du coup, quand j'avais lu sa BD, j'avais bien aimé. Mais en fait, maintenant que... t'as du recul dessus, en fait. Voilà, du recul avec toutes les autres qui sont beaucoup plus problématiques. Parce qu'en soi, la BD, il y a vraiment des choses très bizarres parce qu'on parle quand même d'une relation entre un enfant de 12 ans et une ado de 13 et bientôt 16 ans. 14. Donc c'est très bizarre. Et parce que en plus, leur sexualité est mise en scène, ce qui en soi n'est pas un problème parce qu'il y a des films qui font ça très bien. Mais là, dans la BD, en plus, c'est montré vraiment de manière très très explicite. Heureusement que dans le film, ça l'est moins. Je me dis, c'est bien que du coup, ça passe par le filtre un peu d'une réalisatrice qui, du coup, sexualise beaucoup moins la protagoniste que dans la BD et qui va plus inciter sur dans la manière de filmer sur, je sais pas, les cheveux et tout. Plutôt que de sexualiser une enfant, quoi. Après, le protagoniste est quand même forcé à faire tout ce qu'il fait dans le film, j'ai l'impression, quoi. Il est jamais satisfait de ce qu'il fait quand il boit de l'alcool, quand il a ses relations sexuelles, quand il est tout le temps forcé à faire... et parce que en fait, c'est pas par l'auteur de la BD, c'est pas montré comme une relation qui serait toxique ou quoi, parce qu'il y a ce rapport de force, mais pour lui, c'est plus de l'ordre du fantasme et tout, et on retrouve du coup ce côté-là un petit peu dans le film, ce qui peut être déroutant. Un petit peu, je pense. Mais Théo, t'en as pensé quoi, toi, du film ? Je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu ? Bon, très bien. Au moins. Tu voudras le voir, du coup ou... Je me rappelle que j'avais vu la bande-annonce sur Instagram et qu'il faisait partie des bandes-annonces que j'avais enregistrées parce que ça m'avait vraiment beaucoup intéressé. Et en soi, je me dis que si ça avait été réalisé par le mec qui avait fait la BD, j'aurais peut-être eu un problème. Mais là, vu qu'effectivement ça passe par le fil d'une seconde personne, je me sentirais un peu moins coupable d'aller le voir. Surtout qu'il a l'air quand même assez joli à regarder. Et puis si Nino dit que il n'y a pas toute cette idée de perversion et que c'est... un peu moins, mais ça... Un petit peu moins, mais il y a un rapport de force assez fort quand même. Et autre chose aussi, de souvenirs, parce que ça fait vraiment plusieurs années que j'ai pas lu, il n'y a pas du tout, je crois, la dimension horrifique dans la BD. Je crois que ça, c'est un ajout de la réalisatrice. Et du coup, la fin n'est pas du tout la fin du film. Donc j'ai été vraiment très dérouté par cette fin que j'ai limite pas compris. Ça m'a vraiment surpris, quoi. Moi, j'ai bien aimé la partie finale. Je trouve juste que dans le film, il y a des fois où l'esthétisme il prend un peu trop le dessus sur la narration et qu'il y a des scènes peut-être qui manquent un petit peu de sens parfois, ou c'est moi qui ai juste pas été touchée. Mais c'est vrai que dès le départ du film, en fait, j'appréciais quand même ce que j'étais en train de voir, mais j'ai jamais réussi à vraiment rentrer dans le film. À part peut-être un petit peu cette partie finale, genre les 5 dernières minutes, j'ai vraiment kiffé. Mais tout le reste, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. C'est peut-être, il manquait un petit peu un attachement au personnage ou quelque chose comme ça. Parce que souvent j'avais l'impression de voir du Xavier Dolan, mais il manquait ce truc de tu t'attaches trop au personnage. C'est l'accent, c'est les Québécois, c'est l'actrice. Enfin bon, on va arrêter de parler de ce film, on va pas plus en faire sa promotion, parce que pour le coup, je vais pas le défendre là-dessus. Vous avez peut-être raté le début de l'émission, parce que vous sortez tout juste de votre séance d'Avatar 2, nous on l'a toujours pas vu. Mais il n'y a pas de souci, on va vous résumer tout ça en un seul classement. On va faire un petit tour de table du coup avec votre top 1. Marie, du coup, je te veux participer. J'ai fait un top. Ah, t'as fait un top. Oui, super. J'ai quand même 2 films dont on n'a pas parlé, mais Nos Frangins. Ok. Nino ? Les pires. Et pour toi ? Les Bonnes Étoiles. Pour moi aussi, ce sera Les Bonnes Étoiles. Et je pense qu'il fera même partie de mon top 10 de l'année. Petit spoiler. Moi, Les Pires fera partie de mon top 10 de l'année. Allez, on spoil le top 10. Du coup, ça donne un classement avec Falcon Lake en 3e place, Les Pires en seconde avec Nos Frangins
à égalité. Et du coup, les bonnes étoiles en première place. Marie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Nos frangins du coup ? Ouais, c'était un film qui était sorti dans le cadre du Cinémed, réalisé par Rachid Bouchareb, sur le... Alors je me souviens plus leur prénom, moi je suis fatiguée, la Malik Ousekine, voilà. Abdel, merci Simon. Abdel et Malik Ousekine, voilà. Et c'est un film très très touchant, doté d'un casting assez incroyable. On a Reda Kateb, on a Samir Ghezmi, qui joue extrêmement bien pour le coup. Nina Koudri, voilà, exactement. C'est des affaires dont j'avais entendu parler, mais de très très loin, que je connaissais pas du tout les tenants et les aboutissants. Et je trouve que c'est assez bien réalisé puisque c'est dans l'œil des familles qui le vivent et dans un contexte social assez bien expliqué. Et en fait, c'est alarmant de voir ça, mais ça reste touchant et c'est fou de voir à quel point c'est encore d'actualité. Donc je le recommande vivement. C'est clair, c'est un sujet assez engagé et politique. Moi j'avoue que je me suis endormie donc je vais pas donner mon avis parce que ce serait pas... T'as même pas dit qu'il y avait 2 mecs donc... Il y avait un personnage. Bref. Par contre, Raphaël personnage aussi. On n'a pas cité Raphaël personnage. Oui, je l'ai cité. Raphaël. Par contre, on a vu un autre film qui s'appelle du coup Maestro qui est aussi sorti cette semaine. Moi, je trouve que c'est un film assez léger. Je pense que c'est pas mal à voir l'hiver. Non, mais c'est vrai. Un film. Parce que tu vois, il fait froid dehors. Tu te poses, tu vois une petite affaire de famille, un peu de musique, un chef d'orchestre. Je pense que ça peut être un film confort, tu vois. Ouais. Moi, ça me réconforte pas trop, mais j'ai bien aimé les moments de musique. Voilà, j'aime bien la musique classique, c'est tout. Super. Écoutez, vous avez pas vu d'autres films ? Parce qu'on n'a pas encore vu Pinocchio. Toi non plus, Marie. J'ai vu Nos frangins aussi que j'ai beaucoup aimé. Ah, tu l'avais vu aussi ? T'avais beaucoup aimé. Bon, bah tant mieux. Écoutez, Noël approche à grands pas et les salles de cinéma nous réservent leur lot de beaux cadeaux cinématographiques, ou du moins on l'espère. Alors quelles sont nos attentes filmiques pour ce mois de décembre ? Réponse tout de suite dans notre carte blanche. On vous donne nos attentes pour l'hiver. Vous êtes toujours dans The Cinema Show. Est-ce que ce jingle est une bonne idée ? Je suis pas sûr. Faisons le point ensemble sur les sorties du mois de décembre que nous attendons tout particulièrement. Mais avant tout, première question, est-ce que la période des fêtes de fin d'année vous fait changer votre film de visionnage de film ? Est-ce que vous allez plus ou moins au cinéma pendant cette période-là ? Sûrement que oui, vu que c'est les vacances quand même. Alors non, moi j'allais dire beaucoup moins. Ah ouais ? Noël, j'ai pas le temps, moi. Il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à faire. Je vais pas au ciné, moi. Désolée. Mais il fait froid dehors, tu vas te réchauffer en salle devant un bon petit film. Ah ouais, mais moi, rien que de se dire qu'il y a un trajet pour y aller, c'est mort. C'est mort. Nino et Théo, vous allez un petit peu plus au ciné ou pas du moi, tout ? je pense, vu que je sors enfin des partiels, c'est sûr que ça va retourner au cinéma. Oui, on va y aller. Après, personnellement, je me déplace en vélo, donc l'hiver, c'est pas la meilleure période pour aller au cinéma. Mais il y a quand même des choses intéressantes qui arrivent. Donc, voilà. C'est quoi le film que vous attendez ? Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit débrief des films qui vont sortir ? Vous me dites le film que vous attendez ? Parce que je sais que Théo, t'as pas trop... Bon. On va par exemple avoir, du coup, cette semaine, on a eu Avatar, Mon héroïne, Corsage, Bardo, Ernest et Célestine. La semaine prochaine, on aura Glass Onion, I Wanna Dance With Somebody, on aura Le Parfum Vert, Les 8 montagnes. Et ensuite, le 28 décembre, on aura Megan, Unicorn Wars ou encore White Nose. Est-ce qu'il y a des films que vous attendez ? Nino, c'est quoi ton film que t'attends ? Moi, je pense que c'est Glass Onion. Ouais, qui sortira du coup sur Netflix. Ouais, parce que j'avais beaucoup aimé le premier. Un couteau tiré. Et du coup, j'ai hâte de voir ce qu'il nous propose, parce que j'aime bien le réel. Un petit peu déçu que ça sorte que sur Netflix quand même, parce que la couteau tiré, c'était une bonne expérience de ciné, je trouve. Ok, Marie ? Alors, avant de te donner mes envies, on me dit dans l'oreillette qu'on n'a pas du tout réagi au jingle spécial de Florent. C'est vrai qu'on l'a déjà entendu, j'avoue on n'a pas réagi. Je suis très mal placée pour le dire parce que je n'ai pas de casque, donc en fait je ne sais pas de quoi je parle, mais je vous le dis, réagissez en fait. J'ai adoré le jingle. Vraiment un plaisir. On l'a entendu 2 fois, donc c'est 2 fois plus de plaisir. J'ai encore plus aimé la deuxième fois, je dirais. Mais c'était formidable. Merci Florent pour cette jingle. On pense à toi qui au fond de ton lit certainement. Sinon, mon attente, alors effectivement Glass Onion aussi, j'ai adoré À couteau tiré, j'ai très hâte de voir le second, même si ce sera pas en salle. Mais du coup, ça m'arrange moi parce que comme je reste à la maison pendant Noël. Oui, forcément. Voilà, bon. Non, j'ai très 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 hâte de voir cette suite et également un film qui s'appelle Le Parfum Vert que je ne savais pas du tout qu'il allait exister et en fait je l'ai vu et ça a l'air trop bien quoi. On dirait pas un whodunit mais français.
Ça a l'air très rétro et tout ce que j'aime. Donc franchement, j'ai très hâte. Je l'avais vu à Cannes du coup avec le casting et c'est vrai que c'est un film. Mais je crois qu'il a clôturé carrément la sélection dans laquelle il était. Je crois que c'était la semaine de la critique, je sais plus. Et il a eu des bons retours. En fait, c'est un film pour le coup qui sort très bien en hiver parce que c'est un confort. Mais alors totalement, c'est l'univers de la BD. Les meurtres, on adore. Totalement. Univers de la BD avec une enquête, des rebondissements, des personnages qui se connaissent même pas et qui d'un seul coup deviennent alliés. Enfin, c'était très chouette. Et puis les acteurs, Sandrine Kiberlin et Vincent Lacoste. Ouais, tout à fait. Ça marche super bien. Théo, t'as une petite envie Ouais, Glass Onion aussi, franchement. Allez. Personne ne veut voir Avatar. C'est quand même fou. En vrai, je te jure que j'ai pas d'attente. En vrai, Avatar a des retours assez fous, donc c'est pas un film que j'attendais particulièrement, mais vu les retours, je pense qu'on a quand même passé un bon moment en salle. Oui. Pour le coup, moi j'ai Bardo que j'attends un petit peu parce que Inarritu, il avait fait Birdman qui m'avait fracassé la tête, et Bardo avait eu des bons retours, je crois, au Festival Lumière à Lyon. Donc pour le coup, j'ai quand même un peu hâte. Pareil, il sort que sur Netflix, donc c'est un petit peu dommage. Et moi, ma grosse attente, c'est quand même White Nose. Personne n'en parle, alors que c'est le nouveau Noah Baumbach avec Adam Driver. Alors, tu sais que quand tu l'as cité en préparation de l'émission, je savais même pas de quoi tu parlais. Donc, nouveau film Netflix aussi. De Noah Baumbach. J'avais pas vu le nom du réel, mais du coup, je suis. Noah Baumbach qui a notamment fait Marriage Story il y a pas très longtemps, qui est une claque énorme. Et du coup, il y aura notamment Adam Driver, il y a aussi Greta Gerwig dedans. Donc, moi, c'est ma plus grosse attente, je pense, là, en fin d'année. Je sais pas si dans le chat vous avez quelques attentes, n'hésitez pas en tout cas à nous les suggérer. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres films? Moi, Ernest et Célestine me donnent très envie, mais j'ai pas vu le premier encore. Moi aussi, moi j'ai vu le premier et j'adore. Donc en plus, c'est une œuvre de Daniel Pennac à la base, que je trouve que c'est un très très bon auteur, et du coup j'ai très hâte de voir ce deuxième film, oui, effectivement. Les dessins ont l'air super jolis, donc ça donne trop ça va trop paraître envie. chat, donc voilà, on a perdu le c'est fait pour moi. C'est clair. Mais du coup, en tout cas, moi je vous conseille pas mal Le Parfumeur qui fait passer un bon moment. Par contre, Les 8 montagnes. Alors, j'adore le réalisateur, c'est Felix Van Groningen, qui avait notamment fait Beautiful Boy avec Timothée Chalamet et Steve Carell, qui était incroyable. Par contre, Les 8 montagnes, je l'avais vu avec Marine à Cannes et je me suis endormie pendant, je pense, la moitié du film. Déjà, il dure au moins 2h40, je pense. Et c'est un film très contemplatif dans les montagnes, Les 8 montagnes. En fait, c'est une fiction? Oui. Moi, je pensais que c'était un documentaire quand j'ai vu le... Non, mais ça donne presque l'impression, pour le coup, parce que c'est très proche, c'est très naturaliste, très proche de ses personnages et des montagnes. Mais faut aimer la montagne, quoi. Quelle montagne? Je sais même pas si c'est la question. Non, allez voir la montagne dans ce cas-là en février, si vous aimez la montagne. Bah écoutez, on a hâte quand même de voir Avatar qui est sorti aujourd'hui, on n'a pas encore eu l'occasion. Mais c'est vrai que, il y a Dame qui dit j'attends le prochain Malik. Il y a Terrence Malick, c'est vrai qu'il sort son film. C'est vrai. C'est en décembre qu'il sort. Je crois que c'était un peu plus longtemps. Il me semblait que c'était en 2023. Mais c'est pas grave. Il y a Véro Laurent qui dit c'est Florent qui se lance dans la chanson. C'est mieux quand il gagne au quiz. C'est horrible. En plus, vous dites ça à Florent qui est vraiment malade au fond de son lit. Vous l'avez terminé, je pense que il a quitté le chat. Le pauvre. Écoutez, le mois de décembre va être bien chargé au niveau cinéma. Donc on vous fera de toute façon un petit débrief à la rentrée. Mais en tout cas, d'ici là, je pense que il est l'heure de laisser le talent parler. Il est l'heure du quiz. The game is on. C'est la mer noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, et alors I am tout à fait sure, que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my god. What? No. Oh, come on. Anyway, lead on. Allons-y. Bon, c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu comme disposition. Donc on a remanié les cartes de ce quiz et vous allez chacun vous affronter les uns contre les autres, pas d'équipe. Nino, Margot, Théo, chacun pour votre peau. Et on commence avec la fameuse question titre. Quel est le titre de ce quiz, sachant que je le répète, je fais un jeu de mots, pardon, entre l'un des titres des films de la semaine et le mot quiz. Alors pour rappel, les titres qui étaient là ce soir, c'est Les Bonnes Étoiles, Les Pires et Falcon Lake. Tout à fait. Les pires quiz. Falcon Quiz. Le quiz étoilé. Falcon Quiz, effectivement, Margot. Tu marques ce premier point.
Je t'en félicite. Merci. Et on passe à cette première question musique de film. Dans quel film peut-on entendre cette musique ? Il y a un lien évidemment avec le film de la semaine. Forcément. Notamment avec une personne en particulier. Parasite ? Non. Une affaire de famille ? Mais non. Ah, ça va être avec Charlotte Lebon, peut-être. Peut-être, ouais. Ah, dans quoi elle a joué, Charlotte Lebon C'est même le premier film dans lequel elle a joué. Tu crois vraiment qu'on va trouver ça ? Ah bah vous le connaissez, ça c'est sûr. Hein. C'est un film adapté d'une BD. Tiens donc, une BD très connue. Très très connue puisque Amélie Poulain. C'est l'une des BD les plus connues en France. Non, mais t'es pas loin. Ah, Astérix et Obélix ? Ouais. Mission Cléopâtre ? Eh non. Les volets d'avant, j'en ai aucune idée. Alors c'est des volets d'après, du coup, Margot, mais qu'est-ce que tu nous racontes là ? Jeux Olympiques, non. Et non. Sa Majesté machin. Ah bah c'est quasi ça, ouais. Cléopâtre. C'est presque nous. D'accord. Sa Majesté. Je sens que ça viendra pas. Bon, il y a le mot majesté, quoi. Il y a le mot majesté, mais c'est pas suffisant pour avoir ce point. C'était Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Oh. Donc voilà, le premier film dans lequel elle a joué est un Astérix. Voilà, vous le saurez. C'est pas grave, on passe à un ordre où on boit. La première info, vous me dites si c'est vrai, si c'est faux. James Gunn a annoncé le retour de Ryan Reynolds dans le costume de Green Lantern. J'ai envie de dire vrai. Ok. Non. C'est faux, effectivement. Il a tweeté en réponse à un internaute que ce n'était pas une priorité et encore moins pour Ryan Reynolds. Et on le comprend parfaitement. Vous égalisez. Un point chacun. On passe à la deuxième info. Disney a soumis Thor Love and Thunder au comité de sélection des Oscars dans la catégorie meilleur film et meilleur réalisateur. Ouais. Bah, par ce film-là, lequel ils auraient pu mettre cette année, en vrai. La Black Panther, après. Ah ouais, donc je dirais faux. Faux. Et donc, il n'y a que Nino qui m'a dit vrai. Ouais. Bah oui, c'est vrai. Ah, yes. C'est vrai. Mais ça, en fait, ça me choque piégé, ça me choque pas. Ils ont vraiment proposé Thor en meilleur film et meilleur réal, pas en meilleurs effets spéciaux, meilleur costume, en meilleur film et en meilleur réal. Ah ouais. Il y a les mecs ne doutent de rien. Au Golden Globe, c'est Black Panther qui a été nominé. Oui, ils l'ont aussi. Ils les ont. Black Panther et le dernier Doctor Strange aussi. Ils en ont mis plusieurs. Oui. Okay. Mais Thor quoi. Excusez-moi, c'était vraiment une dope ce film. Bon bah, je vous le dis, voilà, non, pas de souffle Disney. Nino, tu prends un point et tu passes à 2, tu prends la tête du quiz. Troisième info, le nouveau film de Miyazaki, Et vous, comment vivez-vous ? Sortira en 2023. Il sera adapté d'un roman espagnol du 19e siècle. Vrai. Ouais, il y a beaucoup trop d'infos là. Et oui. Vrai. Faux. C'est faux, effectivement. Il sortira bien en 2023, mais c'est adapté d'un écrivain japonais, pas du tout espagnol. Je suis désolée. Théo, tu prends un point également, tu passes à 2. Margot, t'es un petit peu à la traîne. Voilà, je te le dis. Dernière info. Pourtant, série la plus chère. Bon, Raphaël a pas mis de la suite, mais j'imagine plus chère de l'année. Bon, bref, une série chère, quoi. La série Les Anneaux de Pouvoir a été snobée par les Golden Globes. C'est la série la plus chère du monde, je crois. Du monde, très bien, voilà. Merci de faire la précision. Du monde, parce qu'il y en a qui ne le font pas dans ce quiz. C'est vrai. Faux. C'est vrai, pardon, c'est vrai. Wow. Oh bah dis donc. Non, c'est vrai. Oui, vous avez raison, c'est vrai. Elle a même pas été nommée. Voilà, voilà, tout simplement. Donc ça fait 3 pour Théo et Nino et 2 pour Margot. On passe au qui a dit. Attention, faut être le plus rapide possible. Qui a dit ? Le costume était si lourd. La première fois que je l'ai mis, je me suis mise à pleurer devant Tom et il ne savait pas quoi faire. Il m'a juste regardé fixement. Je lui ai dit « Tom, je ne sais pas comment je vais faire pour traverser ce tournage » et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit « Je me sens un peu paniquée à cause du tournage ». Il m'a regardé pendant un long moment, ne sachant pas quoi faire, et il m'a dit « Allez, arrête de faire ta mauviette, d'accord ?» Attends, Tom. Qui a dit ça ? Bah déjà, faut trouver qui est le Tom, mais moi, c'est pas difficile. Tom. Oui. Donc on parle de quelqu'un qui a tourné avec ce fameux Tom sur un tournage et ce fameux Tom n'a pas du tout été gentil avec cette personne. C'est une femme. Tom, c'est un réalisateur ou un acteur ? C'est un acteur. Je vais être nulle encore à ça. T'as le Tom, Nino ? Quoi ? T'as le Tom ? Ouais, déjà ? Je pense. Mais j'ai pas. C'est pas Tom Holland. Ah bah non, il est gentil. C'est Tom Hardy. Comment ? Tom Hardy. Un Tom vraiment pas sympa dans la vie. Un scientologue.
Ah, ok. Ah oui, ok. Ok, bah j'ai le tome alors. Oui, mais vous n'avez pas la personne qui parle. Non. Si je vous dis le film Edge of Tomorrow. C'est la femme de. Oui, comment elle s'appelle? Ouais, bien sûr, c'est ça. Elle s'appelle Emily. Ouais. Emily. Elle s'appelle Emily, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Elle a un nom de famille par contre, mais. Emily. Emily. Bon, Margot, je vais te l'accorder pour son prénom, sinon on va jamais avancer. Vas-y. Mais c'est Emily Blunt, son nom. Blunt. Et tu égalises. Et effectivement, Tom Cruise a été odieux avec elle sur tout le tournage. Jack, elle était très stressée. Il en a rajouté une couche et ça a été une expérience horrible. Pas étonnant. On passe à la Sherlock Holmes qui vaut 3 points. Donc je vais énoncer un crime. Il faut retrouver le plus rapidement possible l'auteur de ce crime. Le crime étant le suivant. J'ai fait fuiter de fausses infos sur Black Adam, gonflant les montants des recettes qu'il a rapportées. The Rock? Oui. Je l'accorde. Dwayne Johnson. En fait, il a relayé les infos d'un article qui disait des conneries. Et il s'est vanté que le film avait rapporté énormément et en fait, c'était des fausses prédictions. Voilà, tu passes à 4, Théo. On arrive au quiz spécial en rapport avec les bonnes étoiles. Est-ce que vous avez deviné? Un quiz spécial, les bébés au cinéma. Ouf. Wow. Et on commence avec le qui c'est cela. Si je vous dis comme personnage, il faut retrouver du coup le film dans lequel sont ces personnages. Phil Venek, Stu Price et Alan Garner. What? La nationalité du film américaine. Phil, Stu et Alan. C'est un trio. De bébés. Il y a un... Alors non, c'est pas un trio de bébés, mais il y a un bébé dans le film. Ah, j'aurais adoré que ce soit un trio de bébés. Non. C'est ça, mais... Ils sont 3. Very Bad Trip. Oui, tout à fait. Very Bad Trip. Puisqu'il se retrouve avec un bébé dans le film, on le rappelle. Margot, tu passes à 4. Une réplique, un film. Attention, avocat. Dans quel film peut-on entendre cette réplique? Goo Goo Gaga. No, you can really talk. Attends. Baby Boss. Tout à fait. Baby Boss. Je pense que j'ai juste vu la bande-annonce et j'ai entendu ça. Le film de connaisseur. Nino, tu passes à 4. Vous êtes tous à 4. Ah non, oui, Théo 6. Non, t'as raison, c'était Théo, t'avais 6 parce que t'as eu 3 points à la Sherlock Holmes. Non, t'es en tête, Théo. C'est bon, okay. Je te félicite d'ailleurs. On passe au résumé raté. Attention, résumé très raté pour retrouver le film. Si je vous dis qu'il soit marmot, mioche ou bambin, les rejetons de l'humain sont compliqués à gérer. Mais pas pour tout le monde. Pascal le grand frère ou Super Nanny ont trouvé la solution. Et c'est l'une d'elles qui va gérer de façon héroïque les 7 petits Brown. Ah, Mamie McPhee, non? Tout à fait. Tout à fait. Margot, tu passes à 5. Nino, tu es à la traîne. On arrive au jeu des synonymes. J'ai remplacé tous les mots d'un titre par des synonymes. Il faut retrouver le titre original si je vous dis savante humaine. C'est des synonymes littéraux, littéral. Femme. Bonne femme? Non. J'adorerais bonne femme. Non, mais t'es pas loin. Ah, attends, Illustre femme. Non. Oh, attends, je sais ce que c'est. Des femmes. Sage-femme. Sage-femme, absolument. De Martin Provost. Bon, bah, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi il y a des bébés dans ce film. Voilà. Margot, tu passes à 6, tu égalises avec Théo. On arrive à la question. Merci le Québec. Quel est le film qui a pour titre québécois De quoi je me mêle? Je me mêle. C'est une comédie. Et en fait, vu votre âge, je me dis, en fait, vous l'avez peut-être pas vu. Peut-être que vous connaissez même pas l'existence de ce film. Moi, c'est un film d'enfance que j'adore. Un film avec John Travolta. Et qui avait beaucoup marqué à l'époque, tout le film est fait du point de vue du bébé. Ah ouais, non, j'ai pas vu ça. Et je pense pas avoir le titre. Les gars non plus. La fièvre du samedi soir. Il y a Grise. Non. Comme c'était toute la démographie de John Travolta. Pulp Fiction. Non, il s'agit du film Allô maman, ici bébé. Il y a moins que je l'ai vu il y a très longtemps. J'adore, je vous le conseille, voilà. C'est un super film. Mais par contre, vous marquez pas de points, je suis désolée. Véro l'a trouvé dans le chat en tout cas. Bravo Véro, on a les bonnes refs. On arrive à la question people. Alors cette semaine, j'ai demandé à notre grand Manitou de la radio et technicien de talent Tom de nous donner son film préféré avec un bébé. D'après vous, lequel est-ce? Si vous voyez un peu comment est Tom. Aucune idée. Attends, mais trouver un film avec un bébé. Ouais. Le film préféré de Tom avec un bébé, déjà, c'est un film d'horreur. Rosemary Baby. Non. Mais un film d'horreur, mais drôle. Ah. Fait avec de très grosses ficelles. Chucky non, pas The Witch. Non.
Oui, tout à fait, Brain Dead. Le bébé est horrible. Wow. Voilà. Ouais, c'est Tom, ça. Mais c'est mon préféré avec un bébé de Tom, voilà. Vous le saurez. Nino, tu passes à 5. C'est serré, hein. On arrive à la question sacré film. Alors là, j'ai dû découper en 3, du coup, vous m'excuserez, je remets mes idées en place. Je vais vous citer des films, 3 chacun. Vous me direz s'il y a des bébés animaux dedans ou pas. Nino, je commence par toi. Est-ce qu'il y a un bébé animal dans L'Ours ? Oui. Absolument. Est-ce qu'il y a un bébé animal dans Cigogne et compagnie ? Oui. Non, que des bébés humains. C'est des cigognes qui livrent des humains. Des bébés. Est-ce qu'il y a des bébés animaux dans Deux frères ? Non. Et si, désolé. Tu passes à 6 du coup. Margot, est-ce qu'il y a des bébés animaux dans le livre de la jungle ? Non. Si. Ah. Il y a un bébé éléphant et un bébé loup aussi. Dans la marche de l'empereur ? Oui. Tout à fait, il y a des bébés manchots, ils sont trop mignons, tu passes à 7. Et dans Lassie ? Oui. Non, elle est adulte, Lassie. Je suis désolée, je peux le dire. Théo, est-ce qu'il y a des bébés animaux dans Le Renard et l'Enfant ? Oui. Tout à fait, on voit le renard, Renardo. Est-ce qu'il y a un bébé animal dans Sauver Willy ? Non. Tout à fait. Il est adulte. Est-ce qu'il y a des bébés animaux dans Chicken Run ? Oui. Tout à fait. À la fin, il y a des poussins, tu passes à 9. Donc 6, 7. 6 pour Nino, 7 pour Margot, 9 pour Théo qui prend la tête de ce quiz. Vous avez chacun un point bonus si vous me dites, je vais vous citer chacun un film, quel animal c'est ? Nino, du coup, si je te dis Deux frères. Je sais pas ce que c'est ce film. Ah là là, c'est un film d'enfance pareil. Non, ce sont des tigres, désolé. Margot, si je te dis Sauver Willy. Dauphin ? Non, c'est un orque. Ah merde. Aïe aïe aïe, Théo, si je te dis Lassie. Ah putain, c'est quoi déjà ? Oh, je me rappelle, mais je sais ce que c'est. Bah tente, hein, je... Lassie. C'est pas un chien ? Tout à fait, c'est un chien. Bravo Théo, tu passes à 10. Non mais ça y est. Le pas tourné, question, laquelle de ces stars a commencé sa carrière bébé ? Alors je fais précision, bébé j'estime jusqu'à 3 ans. Okay. Au-dessus de 3 ans, c'est plus bébé. Drew Barrymore, Jessica Biel, Elle Fanning, Jodie Foster, Kirsten Dunst. Laquelle n'a pas commencé bébé, pardon. Il y en a 4 qui ont commencé bébé et une pas bébé. Donc 4 jusqu'à 3 ans et une plus tard que 3 ans. Moi je dirais Drew Barrymore. Drew Barrymore a commencé plus tard que 3 ans ? Bah dans E.T. il a plus que 3. Ok. Moi j'aurais dit Jodie. Ok. Jodie aussi. Alors, déjà Elle Fanning, la plus connue, elle a commencé à 18 mois puisqu'elle jouait sa sœur petite. Dakota Fanning. Kirsten Dunst a commencé à 3 ans. Jodie Foster à 2 ans. Et Drew Barrymore à 11 mois. Ah merde. Je suis désolée. Par contre, Jessica Biel a commencé ado. Voilà, à 12 ans, précisément. Désolée, pas de point pour cette question. C'est pas grave, on passe à la casting 5 étoiles. Je voulais dire le casting, vous me retrouvez le film dans lequel est ce casting. Mahershala Ali, Elle Fanning, Rampey Moadi, Tilda Swinton, Jason Fleming, Taraji P. Henson, Julia Ormond, Cate Blanchett, Brad Pitt. Ah. Joli. Alors, je l'ai pas vu, donc j'ai le titre. Non, faut se concentrer sur Brad Pitt dans l'histoire. Hein. Et Cate Blanchett. Oui. Bébé en plus. C'est mais il n'en peut plus. Un film de David Fincher. Non, un film sur un bébé qui a une l'étrange dessin de Benjamin Button. Ouais, alors je te l'accorde, c'est l'étrange histoire de Benjamin Button, mais je te l'accorde, Nino. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Voilà, c'est un bébé vieux quoi. Ouais. Musique de film, dans quel film peut-on entendre cette musique ? Aucune idée. Arizona Junior, d'animation. Ah oui, c'est vrai. C'est un film d'animation où il fait très froid et il y a un bébé dans l'eau. L'âge de glace. Ouais, tout à fait, l'âge de glace. Dans le numéro 1, il s'occupe d'un bébé, hein, tout simplement. C'est un remake de 3 hommes et un couffin pour le coup. Tu passes à 8, Nino. On arrive au duel time. Théo, tu es en tête. Tu as le choix entre vrai, faux ou 2022. Faux. Alors la question faux. Dans lequel de ces films le bébé n'est pas un faux bébé ?
René Smé dans Twilight chapitre 5, Révélation deuxième partie. Le bébé de Trainspotting, Annette bébé dans Annette ou le bébé dans Willow. Dans lequel de ces films le bébé n'est pas un faux bébé? Twilight 5, Trainspotting, Annette, Willow. Donc c'est un vrai bébé, oui, effectivement. Je sais pas. Je le rappelle, tu gagnes 4 points si tu as juste, tu perds 4 points si tu as faux. Wow, Twilight. Je note. Ensuite, nous avons Nino. Tu as le choix du coup entre vrai et 2022. 2022. J'adore cette question parce que je l'ai fait à l'arrache en sachant qu'il fallait en faire une troisième. Laquelle de ces stars n'a pas eu de bébé en 2022? Chris Pratt, Alec Baldwin, Ben Affleck ou Jason Statham? Je t'avoue, c'est du hasard, mais écoute. Je note. Margot, tu as donc la question vraie. Excuse-moi, je rattrape le début de ma question. Lequel de ces films n'existe pas? Bébé mode d'emploi, parent mode d'emploi, encloque mode d'emploi ou maman mode d'emploi? Il n'y a pas d'affiche, mais tu comprends pourquoi parce que. La encloque. Alors bébé, parent, encloque, maman. Encloque. Ok, je note. Il existe. Donc du coup, Théo. Théo, tu m'as dit Twilight chapitre 5. C'était un faux bébé. Je suis désolée de te le dire. Par contre, dans Willow, c'est un vrai bébé. Voilà, c'est le seul des 4 films. Tu perds 4 points, t'arrives à 6. Nino. Jason Statham a eu un enfant en 2022, je suis désolée de te le dire. Par contre, Ben Affleck, non. Voilà, par contre, c'est marié. Avec Jennifer Lopez, si vous voulez tout savoir, voilà. Bon, désolé. Ça, j'ai confondu. Mais voilà, bien sûr. Tu perds 4 points également, t'arrives à 4. Margot. Ma maman d'emploi, c'est un film de Catherine Dieckmann. C'était quoi? Bébé mode d'emploi, c'est un film de Greg Berlanti. Et Encloque mode d'emploi, c'est un film de Judd Apatow. Ah, pardon, ça n'existe pas? Alors ça existe, mais c'est pas un film, c'est une série française. France Télévisions. Je suis désolée, tu perds également 4 points, t'arrives à 3. Et donc on a une victoire de Théo sur ce quiz, les bébés au cinéma. Bien joué. Merci Marie pour ce quiz qui était comme d'habitude formidable. On n'a pas encore terminé l'émission parce qu'on va arriver à notre petite partie recommandation. C'est parti pour parler de ce qu'on a bien aimé dernièrement. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Toutes les semaines, on vous fait part d'un petit coup de cœur qui est lié au cinéma ou parfois pas du tout. C'est parti pour un petit tour de table. Théo, qu'est-ce que tu as aimé récemment et que tu voulais nous partager Alors récemment, parce que je l'écoute toujours, mais en soi je le connais depuis un petit moment, c'est l'artiste Clams Casino avec son album ou plutôt sa compilation de sons Instrumental Relics. Donc c'est un artiste qui est connu parce qu'il a fait pas mal de collaborations avec notamment des grands rappeurs américains comme Travis Scott et d'autres, je peux les noms, etc. Mais il fait du beatmaking, mais avec un style très particulier. Il sample et il utilise beaucoup de musique noise, drone, tout ça. Il a un style qui est vraiment... On accroche ou on n'accroche pas, direct. Mais j'invite les gens à au moins essayer parce que c'est très intéressant et il a quand même participé au milieu du rap US récemment. Il a eu son moment de gloire, quoi. Super, merci beaucoup Marie. Toi de ton côté, c'est pas de la musique? Non, c'est un compte Instagram et plus généralement l'œuvre d'Aude Bertrand, qui est une illustratrice, autrice, dessinatrice montpelliéraine et une amie à nous, et qui fait des choses absolument magnifiques, qui écrit de la BD et qui fait des illustrations et qui les vend. Donc pour Noël, si vous n'avez pas d'idée, je vous invite à aller sur son site parce que c'est assez incroyable. C'est pas cher effectivement, et vous aurez des œuvres absolument incroyables à afficher chez vous. Voilà, tout ce qu'elle fait, c'est incroyable. Donc je vous recommande d'aller voir son compte Instagram, d'aller sur son site et d'aller la voir en vrai quand elle est en festival, parce qu'elle est souvent en festival. Voilà. Tout à fait. Et Nino? Moi, c'est le film Pusher de Nicolas Winding Refn, qui est connu notamment pour Drive et The Neon Demon. C'est son tout premier film, donc il est danois. Et pour l'instant, j'aime mon exploration du cinéma danois. Et celui-là, j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire autour de trafic de drogue. Et j'aime beaucoup le style de réalisation très nerveux. Bon, je pense beaucoup inspiré de ses collègues du Dogme 95, Wittenberg et Lars von Trier. Donc ouais, très, très documentaire, très nerveux. Et j'ai beaucoup aimé.
Ok, il me semble qu'il est sur OCS, si je me trompe pas. Et de mon côté, un peu comme Marie, en tout cas dans la même veine, moi je recommande le site de Damien Cinematic Universe. Si vous aimez bien le cinéma, c'est un site extrêmement complet et surtout sur ses réseaux sociaux, il est actif tous les jours. Tous les jours, vous aurez du contenu sur les nouvelles sorties, sur l'actualité, etc. Et dernièrement, il a fait une émission qui s'appelle En attendant mon héroïne. Du coup, Mon héroïne, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est un film français qui est sorti aujourd'hui. Et c'est le premier film de la réalisatrice. Du coup, avec Universal, il s'est associé pour créer cette petite émission de 3 épisodes où il interviewe en fait la réalisatrice sur la création de ce film. Et c'était super intéressant. On voit qu'il a mis super à l'aise la réalisatrice et tout son contenu est toujours très travaillé. Il est passionné et il est d'une gentillesse folle, donc n'hésitez surtout pas à aller sur ses réseaux sociaux pour découvrir son travail. Il est vraiment, comme je vous ai dit, extrêmement actif. Donc voilà, on a fait le petit tour de nos recommandations. N'hésitez pas à les réécouter en boucle pour découvrir ses œuvres et surtout les partager. Merci du conseil. On arrive donc à la fin de notre émission. T'as eu beaucoup de bravo Théo pour avoir gagné le quiz. On remercie d'ailleurs Marie pour son quiz et bien sûr à Florent d'avoir écrit l'émission malgré qu'il ne soit pas là pour la présenter. Il a écrit merci pour les news alors que c'est vraiment moi qui les ai écrites, donc merci pour les news. Merci Margot pour les news. Et bien sûr, bien évidemment, merci à Théo et Nino qui m'ont accompagné ce soir. On remercie bien évidemment Simon et Cédric qui étaient à la réalisation de l'émission ce soir. Si l'émission vous a plu et que vous voulez continuer à nous suivre, vous pouvez évidemment nous retrouver sur Facebook, Instagram ainsi que YouTube et toutes les plateformes de podcast pour retrouver les replays de l'émission. La semaine prochaine, on est de retour avec une émission spéciale Noël en featuring avec une autre émission de Radio Campus Montpellier. Donc c'est quelque chose qu'on fait pas tous les jours. Ce sera donc avec l'émission L'Instant Animation. Ce soir, on se quitte avec Call Your Grandma du talentueux Victor Solf. Ce sera donc tout pour ce soir. À la semaine prochaine. Take too much and give too little. No wonder we don't have enough. Our painting brush, colors so little. No wonder we don't have enough. We have so much, it speaks so little. No wonder we're not loud enough. We think too much, this is no riddle. I think we finally had enough. Make your bed on my shoulder. Open up your heart. Dream the world you deserve. And wake up when you have enough. Often point of view when a fact is a fact, but 12 people, they decide who lives or dies. Make your bed on my shoulder. Open up your heart. Dream the world you deserve. Let's get started tonight.